Parfait, ben on va enchaîner tout de suite avec la dernière présentation de la soirée. Elle va être faite par Marie-Josée Hébert, vice-rectrice à la recherche, à la découverte, à la création et à l'innovation. C'est beaucoup de choses. Ainsi que professeure de médecine à l'UDM. Ses travaux ont permis de... Salut! Ces travaux ont permis de découvrir de nouveaux mécanismes d'insuffisance rénale et de rejet de greffe. Sa présentation porte sur la santé vasculaire et la prévention de l'insuffisance rénale. C'est ça? Merci. Merci pour l'invitation. Donc, comme ça a été mentionné, moi, je suis médecin, je suis néphrologue, donc spécialisée dans les maladies des reins. Les reins, ça fait quoi au juste, selon vous? Ça fait de l'urine. Mais moi, j'aimerais mieux le dire de manière plus poétique. Alors, ce sont les régulateurs de... Non, je suis pas grande, moi. Ce sont les régulateurs de l'homéostasie. Grand mot. Fait qu'au fond, l'homéostasie, c'est ce qui nous permet de rester à l'état d'équilibre. Ce qui nous permet d'excréter tous les déchets métaboliques que nos cellules génèrent, les libérer, les excréter, mais garder les bonnes choses, par exemple. Donc, moi, je les trouve fascinants, les reins. C'est vrai que... Puis vous allez voir, je travaille dans le domaine des déchets moléculaires puis de la mort cellulaire. Alors, probablement 2 domaines qui rebutent tout le monde. J'espère que vous allez trouver ça le fun. Moi, je trouve ça passionnant. Les reins, on en a 2. Hein? On n'en a pas juste un, on en a 2. Ils sont en arrière. Non, nos reins ne sont pas ici. Ils sont ici, derrière donc dans la loge rénale. Et puis, ce sont des organes très vascularisés parce que, justement, leur job, c'est de nettoyer le sang. Donc, ils vont recevoir 20% du débit cardiaque. Et puis, c'est le seul organe où est-ce qu'ils vont recevoir du sang par une artère. Ils vont amener ça dans un petit filtre, on va voir ça. Puis après ça, le sang va ressortir de ce petit filtre-là par une autre artère pour vraiment là, réguler d'une manière tout à fait fine la circulation. C'est beau, c'est tellement beau. Et puis là, je suis pas capable de voir pendant que je vous parle, fait que je vais m'en aller ici. Alors, si on les regarde maintenant au microscope, ce qu'on voit, c'est qu'il y a donc en rouge l'artère qui amène le sang à mon petit filtre que tous les néphrologues trouvent beau. Ça s'appelle un glomérule. Moi, là, si j'avais un chien, je l'appellerais glomérule. C'est beau. Vous trouvez pas ça beau comme nom? Alors, on est tous des fans des glomérules. Puis ça, ben, c'est là où le sang est filtré, puis les déchets s'en vont dans les tuyaux jaunes ici, donc formation de l'urine. Les déchets s'en vont dans l'urine. Et puis le sang qui a été épuré, ben retourne dans la circulation et continue à donner des nutriments au niveau des tuyaux jaunes, les tubules. Puis les tubules, ben imaginez-vous que votre urine avant qu'elle soit... Imaginez-vous que le sang, c'est comme une salade de fruits, OK? Vous avez des pêches, vous avez des cerises, vous avez des bleuets. Le glomérule, il est capable de filtrer de telle sorte que vous gardez juste les pêches. Mais vous aimez les bleuets. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, vous allez faire affaire avec le tubule qui, lui, tout le long, il va aller chercher un par un les bleuets qui restent dans l'urine, puis il va les ramener de l'autre côté. Mais ça prend pas mal d'énergie faire ça, hein? Tu sais, c'est facile de laisser passer tous les bleuets, mais après ça, d'aller les chercher un à un, ça prend de l'énergie. Alors, les tubules sont formés de cellules épithéliales qui demandent beaucoup d'énergie et c'est pour ça qu'ils sont entourés d'un réseau de capillaires péritubulaires. Puis vous les voyez ici, il y a plein de petits bouts rouges là, qui entourent le réseau jaune parce que ça amène donc l'oxygénation et la nutrition à ce réseau de tubules. Et nous, comme néphrologues, c'est comme si dès que ça devient de l'urine, puis plus ça devient de l'urine, puis plus ça s'en va vers le système collecteur bas, moins on s'y intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est
comment on filtre et on génère le filtrant glomérulaire avec nos beaux glomérules ici qui ont l'air, vous les voyez ici en microscopie par balayage, de petites grappes tout à fait poétiques et belles. Puis ici, en microscopie, venez pas me dire que c'est pas beau, hein? Un glomérule ici, avec sa touffe glomérulaire. Vous avez ici l'espace de Bowman où se forme l'urine et qui s'en va dans le tubule. Puis là, vous avez plein de petites coupes de tubules ici, qui sont un peu plus grossiers, hein? Déjà, des cellules qui sont... on voit qu'il y a comme des choses dans la lumière. Ici, c'est moins fin qu'un glomérule. Donc, quand on aime quelque chose, on y porte beaucoup attention. Puis quand on aime moins quelque chose, on a moins tendance à l'étudier. Et quand on ne voit pas quelque chose, on a encore moins tendance à l'étudier. Or, je vous ai parlé des capillaires péritubulaires qui permettent aux tubules d'aller choisir est-ce que je suis capable de retrouver les bleuets qui sont perdus dans l'urine qui n'est pas... de l'urine finale encore. Les capillaires péritubulaires sont importants parce qu'ils apportent de l'oxygène aux tubules. Ils amènent la capacité de former l'urine finale mature qui va être excrétée. Puis si vous perdez trop d'éléments importants pour vous, les bleuets dans votre salade de fruits, ben vous allez avoir un problème éventuellement dans votre homéostasie, dans votre capacité à rester à l'équilibre. Vous avez donc besoin d'énergie, de nutriments puis d'oxygène pour continuer à choisir, à repérer vos bleuets par les capillaires péritubulaires. Ici, on est chanceux, on en voit. Vous voyez donc ici, je vous ai parlé, les tubules sont un peu plus grossiers que les glomérules. On en voit ici un tubule, deux sortes de tubules différents. Puis là, ici, c'est quand même joli, hein? Vous voyez une petite série de globules rouges, des érythrocytes, qui sont entre deux tubules. Vous pourriez me dire que, quand même, c'est pas aussi beau qu'un glomérule. Et... quand même discret, hein? C'est pas ça qui vous saute aux yeux en premier. Je suis certaine que vous avez vu plus facilement les deux gros tubules ici, plutôt que le délicat petit capillaire péritubulaire. Alors, comme c'était pas un glomérule, pas aussi gros qu'un tubule, personne n'a prêté beaucoup d'attention aux capillaires péritubulaires. Tellement peu d'attention que ici vous regardez un petit atlas. J'ai pas donné, je vous dis pas d'où je l'ai pris parce que ce que je veux vous montrer, c'est qu'il en parle même pas des capillaires péritubulaires dans ce petit atlas-là. Hein? On vous parle bien sûr abondamment des glomérules, des différents tubules contournés, proximales, distales, des cellules mésangelles, la macula densa. Tout est là, sauf les capillaires péritubulaires. Mais nous, dans mon lab, on s'y intéresse. On s'y intéresse parce que on a noté qu'ils peuvent disparaître. Et puis, je vous ai dit que je suis une néphrologue. Donc, je travaille dans une équipe multidisciplinaire avec des chirurgiens, des kinésiothérapeutes, des nutritionnistes, des infirmières. Puis nous, notre job, c'est de nous intéresser à des gens qui ont eu une greffe rénale. Puis quand on a une greffe rénale, eh bien, manifestement, on prend le rein de quelqu'un puis on l'amène à quelqu'un d'autre. Bien, pour ça, il faut clamper la vascularisation pendant un certain temps, puis après ça, il faut l'amener chez quelqu'un d'autre. Hein? Mais quand on fait ça, on a une ischémie, hein? On induit donc un arrêt du flot sanguin au niveau du rein. Alors, on s'est dit, il est possible que certaines structures vasculaires n'aiment pas ça. De ne pas recevoir du sang pendant un certain temps. Et il y avait quand même des données dans la littérature qui nous disaient que les capillaires péritubulaires sont un petit peu sensibles à cette ischémie-là. Donc, on a fait un peu la même chose avec un modèle de souris. Vous voyez ici les deux reins chez la souris, puis vous voyez qu'il y en a un qui est plus foncé, le rein ischémique. Et puis, on a vérifié comment se comportent les capillaires péritubulaires par rapport aux autres structures rénales dans le contexte de certains modèles de souris qui sont résistants à la mort cellulaire. Puis pour faire d'une longue histoire une histoire courte, ce qu'on a vu, c'est que dans le haut, alors vous voyez ici que
une belle arborescence, il y a plein de petits points. Tout ça, c'est de la vascularisation qu'on a imagée par micro-CT. Donc, il y a plein de petits capillaires. Puis qu'après l'ischémie, il y en a pas mal moins. Et que quand on prend des souris qui sont déficientes pour un gène qui régule la mort des capillaires, donc la caspase-3, on est capable de maintenir la présence de ces capillaires péritubulaires au niveau rénal. Et puis ici, quelques petites photos sur lesquelles je vais passer vite, mais qui vous démontrent que les souris qui sont déficientes en caspase-3, ici, on a coloré la vascularisation rénale. Puis ce que l'on voit, c'est que c'est beaucoup plus régulier avec les différentes colorations. Il y a moins de fuites. En rouge, ici, ce sont des fuites que chez des souris qui ont eu un clampage rénal. Donc, on est capable de maintenir une plus belle vascularisation, une microcirculation rénale. Nos capillaires péritubulaires, on les garde. Puis ce qui arrive, quand on garde les capillaires péritubulaires, on prévient l'insuffisance rénale. Et on s'est rendu compte que si toutes les autres structures, les tubules, même les beaux glomérules que tout le monde étudie, en fait, sont beaucoup moins touchés par l'ischémie rénale, mais que c'est vraiment les capillaires péritubulaires qui sont la clé, qui nous permettent de prédire si le rein va arrêter progressivement de fonctionner puis va amener le patient en insuffisance rénale. On l'a fait chez la souris, mais je voudrais vous souligner que la recherche est un sport d'équipe et que ici on a deux collaboratrices qui me sont très chères. En bas, Héloïse Cardinal, en haut, Alice Doreille, deux néphrologues, et que ces données-là, on les a reproduites aussi chez nos patients qui ont reçu une greffe rénale. Et on s'est rendu compte que ceux qui perdent des capillaires péritubulaires, c'est ceux qui ont le plus de risques à long terme d'avoir un greffon qui ne fonctionnera pas très bien. Donc, comment on fait pour prendre soin de nos capillaires péritubulaires? On prend soin de nos reins, mais justement, comme on l'a discuté initialement, en prévenant le diabète, en ayant une tension artérielle qui est normale, en faisant de l'exercice, en s'assurant de ne pas avoir un problème de cholestérol, finalement en s'occupant de tous les facteurs qui peuvent endommager les petits vaisseaux. Puis, en terminant, c'est clair que je peux pas finir sans remercier tout le monde dans mon équipe, mes étudiants, mes collaboratrices, et puis je vous remercie de votre attention. Un gros merci pour la dernière présentation qui clôt un petit peu les autres qu'on avait aussi. C'est lié au diabète, c'est lié à l'obésité. Tout est dans tout, c'est beau. Donc, encore une fois, dernière fois de la soirée, si vous voulez venir poser des questions, n'hésitez pas à venir en arrière de moi. Question rapide, question naïve. On en a 2 reins. Pourquoi? Parce que des vaisseaux, ça se répare pas si facilement que ça. Et donc, nos petits capillaires péritubulaires, on les perd un peu au fil de la vie. Quand on regarde nos souris âgées, parce qu'on travaille avec des souris qui ont 6 mois ou 1 an par rapport à 8 semaines, on va voir que la densité du réseau en termes de capillaires péritubulaires, elle diminue avec le temps. Et à ce moment-là, c'est vrai des capillaires, c'est aussi vrai de certains glomérules qui, eux aussi, vont finir par s'affaisser. Puisque quand tu files toute ta vie, à un moment donné, tu commences à trouver que tu as fait ton travail et puis que c'est le temps de prendre ta retraite. Et donc, il faut avoir une réserve rénale. L'enjeu, c'est que la plupart des gens, avec l'espérance de vie que l'on a actuellement, là, encore maintenant, on vit pas jusqu'à 150 ans, notre réserve rénale, on l'utilise pas nécessairement au complet. Et donc, il y a cette notion-là que on pourrait vouloir considérer, donner un de nos reins dans un contexte de transplantation et tout le volet de donation vivante. Mais pour être capable de donner son rein, il faut s'assurer que toute la réserve rénale elle est normale et complète et qu'un seul rein sera suffisant pour nous amener jusqu'au terme de notre espérance de vie actuelle. J'avais une question aussi. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais vous êtes comme médecin et chercheuse, c'est ça? Oui. Puis, comment vous répartissez votre temps entre... c'est un peu ça ma question. Combien de temps vous passez dans le laboratoire, occupé par ça, et puis combien de temps occupé par...
Moi, je dirais en fait, j'ai toujours fait beaucoup plus de recherches que de cliniques. Donc, puis je suis pas en début de carrière, là. Vous devez vous en rendre compte. J'ai jamais fait plus que 25% de cliniques et je faisais 75% de recherche. Là aussi, au vice-rectorat, j'ai quand même des charges administratives. L'autre élément important, c'est qu'il faut que l'activité clinique enrichisse la programmation de recherche, puis il faut que ta programmation de recherche, un jour, t'espères qu'elle va avoir un impact en clinique. Sinon, ça vaut pas la peine. Et puis, le travail que j'ai pas eu le temps de vous montrer très en détail, mais sur les patients, c'est ça, à quelque part. C'est la capacité de dire, on va trouver quelque chose... que ça soit au niveau biologie cellulaire, moléculaire, mais on va l'amener jusqu'au patient, puis ça va changer la vie de nos patients. Et donc, cette possibilité-là de faire un peu des deux nous donne aussi accès à du sang, de l'urine, des biopsies de nos patients, puis une relation privilégiée avec nos patients partenaires. Fait que ça se fait, un petit peu dur, ça se fait, mais ça se fait quand on le fait en équipe. Alors, c'est pas une carrière pour les Lone Rangers, c'est vraiment dans un contexte où est-ce que, en fait, en équipe, tu vas le faire avec passion et humilité. Et puis là, à ce moment-là, les choses, je pense, peuvent bien se développer. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Ma question, c'était, est-ce que ça serait possible de viser la caspase-3 directement chez les patients, puis de l'utiliser comme thérapie dans le futur? Tellement une bonne question. Puis en fait, c'était ça notre idée initialement. Alors, tu sais, c'est clair qu'en quelques minutes, je peux pas aller dans tous les détails, mais ce qu'on a découvert, c'est que les tubules et les capillaires péridubulaires, leur mort cellulaire n'est pas contrôlée par les mêmes mécanismes moléculaires. Et ce que je vous ai pas montré, c'est que la caspase-3, quand elle est invalidée, ça protège les capillaires péritubulaires, mais ça aggrave la mort des tubules. Et ça amène à ce moment-là une mort cellulaire qui est dépendante de la ribkinase 3 avec une approche avec une mort qui est beaucoup plus inflammatoire là, pour le rein. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est cibler la caspase 3, mais précisément au niveau des vaisseaux ou invalider, inhiber les deux voies moléculaires, celles qui prévalent dans les tubules, parce qu'à un moment donné, il faut quand même en faire de l'urine, là. Donc, faut pas juste amener de l'oxygénation aux tubules pour qu'ils fassent l'urine, il faut que l'urine se fasse. Donc, il faut que les tubules demeurent vivants. Donc, il faudrait pouvoir invalider ou inhiber la ribkinase 3 et la caspase 3 en même temps. Alors, ça, c'est ce qu'on est en train de faire, effectivement.